Pour répondre à cette question, il me semble nécessaire de commencer par définir les termes de civic tech et d'ubérisation. Tout d'abord, la civic tech désigne des startups qui cherchent à améliorer le fonctionnement de nos institutions politiques en donnant aux citoyens la possibilité de s'informer et de peser sur les décisions qui les concernent grâce à des applications numériques. Le terme d'ubérisation fait quant à lui référence à l'entreprise Uber qui est venue bouleverser le marché des taxis par l'intermédiaire d'une application simple et intuitive qui facilite la prise en charge tout en proposant par ailleurs un service d'une qualité bien supérieure en termes d'accueil et de propreté des véhicules. Du fait du succès fulgurant de cette application, aux dépens des taxis, le terme « ubérisé » a très rapidement été utilisé pour désigner le fait de rendre obsolète un service en proposant une alternative plus efficace grâce au numérique. En joignant les deux concepts, la question peut être formulée de la façon suivante. Pouvons-nous utiliser des applications pour nous passer des élus, pour diriger nos communes, nos régions, notre pays, et pourquoi pas le monde entier? Certains le pensent. Ils appellent de leur vœu une démocratie directe dans laquelle le citoyen déciderait collectivement de tout, tout le temps. D'autres, plus nombreux, militent pour un recours ponctuel à la démocratie directe, comme cela existe d'ailleurs en Suisse, avec le référendum d'initiative citoyenne. Mais finalement, l'essentiel de la civic tech cherche plutôt en réalité à recréer le lien entre les élus et les citoyens via le numérique. De fait, la réponse à la question pourrait donc être non. La civic tech ne va pas ubériser la politique. Mais en réalité, les choses sont plus complexes. En effet, si les civic tech ne cherchent pas à remplacer les élus, elles se trouvent pourtant en concurrence directe avec l'ensemble des corps intermédiaires. Il s'agit aussi bien des associations, des organisations syndicales et patronales, des chambres consulaires, des partis politiques et d'une myriade de comités et de commissions consultatives censés assurer le lien entre le haut et le bas de la pyramide. Mais là encore, ce qui pourrait apparaître comme une remise en cause n'est que la résultante de l'évolution de notre société sur deux aspects principaux. Tout d'abord, la mise en place des corps intermédiaires s'inscrit dans une période de notre histoire dans laquelle les moyens de communication sont très limités. En l'absence des moyens de communication modernes, la représentation de chacun impose un maillage territorial dense avec de nombreuses strates qui ne sont tout simplement plus indispensables aujourd'hui. Effectivement, un citoyen peut tout à fait communiquer en direct avec un ministre via les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Ensuite, alors qu'il y avait moins de 10% de bacheliers par tranche d'âge en 1958, date d'entrée en vigueur de notre Constitution, on en compte désormais plus de 85%. La civic tech est donc née de la conviction qu'il était possible de changer le monde sur la base de ces deux séismes que sont le numérique et l'éducation. Pour ce faire, elle a imaginé des applications numériques fondées sur l'intelligence collective. Dans les années à venir, il y a fort à parier que les corps intermédiaires se verront de plus en plus contestés dans leur légitimité par ceux qu'ils sont censés représenter et par le politique lui-même. D'ailleurs, en 2014, Arnaud Montebourg, alors ministre de l'économie, avait envisagé une réforme profonde des chambres de commerce et d'industrie, suite à un rapport de l'Inspection générale des finances qui recommandait de baisser leur budget de 30% et de passer de 145 chambres de commerce à une par région dès 2017. Si les CCI sont parvenus à éviter le tour de vis, le fait que 90% des chefs d'entreprise ne se déplacent pas pour élire les membres des CCI est de nature à questionner sur leur capacité à répondre aux besoins des entreprises. Il en va d'ailleurs de même pour les syndicats de salariés dont le nombre d'adhérents ne cesse de baisser. En conséquence, on pourrait donc se réjouir de la promesse que porte en lui le numérique, de faire participer un nombre plus important et plus diversifié de citoyens à la vie de la cité, d'autant plus que cette participation se fait à un coût marginal comparativement à ce que coûte le fonctionnement des corps intermédiaires à la nation, donc aux citoyens. Si la promesse est séduisante sur le papier, la démocratie est avant tout l'art de gérer les dissensus entre toutes les composantes de la société. De ce point de vue, les civic tech disposent bel et bien de cette capacité. Mais elles ne peuvent tenir leur promesse d'une démocratie plus efficace et responsable que si les élus s'inscrivent eux-mêmes dans une volonté sincère de coopération avec les citoyens. Mais à l'inverse, lorsque le politique est dans une volonté d'instrumentaliser la participation, voire dans le désir d'imposer ses vues au plus grand nombre sans aucune concertation, les pétitions et les appels au boycott en ligne sont pour le moment d'un effet extrêmement limité, contrairement aux grèves et aux manifestations, qui restent pour le moment les seuls contre-pouvoirs dont les citoyens disposent souvent pour se faire entendre des élus. En conclusion, comme tous les domaines de notre vie, la santé, l'éducation, le transport, l'énergie, la démocratie est à son tour en train d'amorcer une mue sous l'effet du numérique.
Comme dans tous les domaines, il est quasi inéluctable que la plupart des intermédiaires disparaîtront à terme. Mais prenons garde à ne pas souhaiter la disparition de ceux qui ont la charge de défendre nos intérêts, même s'ils sont défaillants aujourd'hui, et espérons plutôt qu'ils embrassent à leur tour le potentiel du numérique pour mieux réaliser leur mission.